Yo les trashers! Aujourd'hui nous allons aborder un sujet que je ne pensais pas aussi sensible. Pour vous dire, j'ai reçu des dizaines de messages d'amis me mettant en garde. Vous me connaissez, je suis curieux. Et vous aussi, mentez pas. Je vous propose de découvrir avec moi des sociétés secrètes les plus mystérieuses connues à ce jour. Je vous rassure, on ne parlera pas de complot, de secte ou encore de religion. On va rester sur les faits. Vous racontez ces histoires de pouvoirs prétendument occultes, aussi terrifiants qu'énigmatiques. Francs-maçons et Illuminati. De nos jours, bien ancrés dans la culture populaire, ces noms doivent sûrement vous être très familiers. Vous savez peut-être vaguement ce que c'est, sans forcément connaître les tenants et les aboutissants. Bon, de base, la franc-maçonnerie est une fraternité de maçons anglais. Elle s'est constituée au XIIe siècle, à l'époque des corporations d'artisans, et commence à se développer au XVIIe siècle en Écosse. Le mouvement se structure véritablement en 1717, inaugurant le siècle des Lumières. Il se veut universaliste et philanthrope, œuvrant pour le progrès de l'humanité en rejetant toute forme d'autorité, même s'il faut rappeler que ces pratiques sont extrêmement variables selon les pays et les époques. On estime que les membres de la franc-maçonnerie sont de moins en moins nombreux, rassemblant apparemment un peu plus de 4 millions d'adhérents, un déclin qui reste donc à relativiser si on se penche sur les nombreuses loges maçonniques présentes un petit peu partout dans le monde. Car oui, les francs-maçons se dispatchent dans ce qu'on appelle des loges, des sortes de groupes locaux dans lesquels les membres peuvent tranquillement assister à leurs cérémonies. Ils se réunissent pour discuter et accomplissent des rites très solennels et codifiés. En parlant de ça, il y a d'ailleurs un bon paquet de coutumes propres à cette communauté, à commencer par les tenues, tabliers et gants blancs pour les rassemblements classiques qui peuvent varier selon les événements, comme le passage à un grade supérieur par exemple. Le recrutement se fait par cooptation. En gros, les futurs membres sont désignés par les membres actuels et ainsi de suite. Mais comme vous le savez sûrement, la discrétion des francs-maçons a toujours fait l'objet de critiques plutôt virulentes de la part des communautés religieuses ou de certains partis politiques d'extrême, évoquant l'existence d'un complot maçonnique dans le but d'établir un gouvernement global sur Terre nommé le Nouvel Ordre Mondial. Et c'est à ce moment-là qu'on met les pieds dans quelque chose d'encore plus occulte, la Société des Illuminati. Fondée à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, ce groupe de penseurs se revendiquait comme une élite progressiste, s'opposant aux tendances conservatrices du pays. Manque de chance, le gouvernement allemand n'avait pas trop l'air d'apprécier leurs idées. C'est donc pour ça qu'en 1785, les membres actifs du mouvement se voient dans l'obligation de se disperser, amenant peu à peu les Illuminati à disparaître. Sauf que c'est pas fini. Et non, ce serait beaucoup trop simple. En effet, beaucoup de théories gravitent encore autour de cette disparition. Des théories de manipulation qui affirment que les Illuminati auraient perduré dans la discrétion la plus totale afin de poursuivre un plan secret de domination du monde. Certains pensent même qu'ils ont infiltré une bonne partie des gouvernements sur Terre, allant même jusqu'à tirer les ficelles d'événements cruciaux comme la Révolution française. Le club Bilderberg. Dans les années 50, la course à l'armement et aux nouvelles technologies fait rage entre les États-Unis et le bloc soviétique. C'est ce qu'on appelle plus communément la guerre froide, qui verra ses tensions s'atténuer à la fin du XXe siècle. Durant cette période, les idéologies s'affrontent tout naturellement, notamment en Europe de l'Ouest, prise en tenaille au sein du conflit. Inquiets de la montée de l'anti-américanisme dans cette zone, deux diplomates polonais du nom de Joseph Ratzinger et Andrew Nielsen vont avoir une idée assez particulière. Constituer un club international où les dirigeants européens et nord-américains pourraient se réunir en vue de coopération économique, politique et militaire. Le projet voit rallier à sa cause de nombreuses personnalités, issues de sociétés civiles ou de gouvernements. Et c'est ainsi que du 29 au 31 mai 1954 est organisée la première réunion à l'hôtel Bilderberg d'Oosterbeek aux Pays-Bas. L'organisation sur place est juste super stricte, interdiction de sortir de la résidence ou de venir accompagner. Vous aurez compris que le projet est confidentiel. Les membres se donnent rendez-vous chaque année pour cette réunion, toujours dans un endroit révélé au dernier instant. Et il y a bien sûr des participants ponctuels, invités par le président du comité en personne. Et cocorico, ce président, il est français. En effet, depuis 2012, c'est Henri de Castres, le PDG d'AXA, qui chapeaute cet événement top secret. Et comme d'habitude, cette zone d'ombre a fait naître de nombreuses théories, dites complotistes, à l'égard du club Bilderberg, reprochant à ses membres d'influencer certaines décisions importantes, sans laisser d'accès aux médias. D'autres journalistes sont allés carrément plus loin, en rapprochant ces réunions à une volonté d'instaurer un gouvernement mondial, un peu comme les Illuminati, nommé Synarchie. Je vous l'accorde encore une fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Sauf que, pour le coup, cette hypothèse a été affirmée 40 ans plus tard par Denis Hailey, l'un des premiers conférenciers de Bilderberg. Selon lui et ses confrères, la création d'une communauté unique était clairement un projet intéressant. Comme quoi, on n'est jamais au bout de nos surprises. La Skull and Bones.
Aussi connue sous le nom de chapitre 322 ou Fraternité de la mort, la Skull and Bones est une société secrète étudiante fondée à Yale, une université prestigieuse du Connecticut. Source d'inspiration d'un certain nombre de communautés à travers les États-Unis, sa réputation du réseau d'élite n'est clairement plus à faire. Mais pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, il faut d'abord resituer le contexte. Tout commence en 1832 avec William Huntington Russell, un jeune américain parti bosser en Allemagne où les sociétés secrètes étudiantes sont en quelque sorte une spécialité. Le gars décide alors dès son arrivée à Yale d'importer le concept et de le concrétiser avec 14 autres élèves. Les idéaux mis en valeur sont assez simples à comprendre. Bizutage, élitisme et fraternité. Il suffit de faire partie des 15 bisus sélectionnés chaque année afin de devenir un Bonesman et toucher une potentielle prime d'entrée. Mais la renommée des Skull and Bones est surtout due aux personnalités qui y ont gardé des liens forts. Le fondateur de FedEx, Frederick Smith, l'économiste d'Obama, Austin Goolsbee, ou encore l'ex-président George W. Bush. Et c'est là que vous allez me dire, oh là là, en fait, c'est un BDE en plus hardcore. Mystérieux est un terme plus approprié, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'en parler. En effet, nombreux sont les secrets encore gardés précieusement par les Bonesmen, ces membres ultra discrets. Du coup, les hypothèses et théories se multiplient, à commencer par la symbolique de leur logo, une tête de mort accompagnée du nombre 322. Certains feraient le lien avec le chapitre 322 de l'ordre des Illuminati, ou bien encore la mort de l'orateur Démosthène en 322 avant Jésus-Christ. Dites-vous que le nombre est si mystérieux qu'un étudiant, apparemment sans lien avec Skull and Bones, aurait fait une donation de 322 000 $ à la société. Et ouais, ça fait beaucoup. Après, il y a bien sûr leur quartier général qui continue d'intriguer les curieux. Le témoignage d'étudiants entrés par effraction à l'intérieur est une des seules sources probables, avec les quelques photos officielles prises lors de cérémonies. Ils y auraient aperçu des gravures morbides avec des crânes humains. On raconte même que Prescott, le grand-père de George Bush, aurait déterré le cadavre du chef Apache Geronimo pour ramener ses ossements dans les locaux de la Skull and Bones. Sombre histoire. Bohemian Grove. Bon, il est temps de s'attaquer maintenant à une organisation qui a beaucoup fait parler d'elle, le Bohemian Grove. Rassemblant plusieurs milliers de membres, cette société secrète a été fondée en 1872 par 5 journalistes californiens qui se sont d'ailleurs fait virer par la suite. Eh ouais, pas de bol. Tout comme Bilderberg, Bohemian Grove est un club d'élite, plein à craquer d'hommes influents qui se réunissent là-bas tous les 2 ans dans une immense propriété privée. Et ce qu'ils y font n'est pas tellement conventionnel. Si l'on met de côté les discours et spectacles qui y sont donnés, les réunions sont un poil étranges. Comme la célébration du Cremation of Care, qui reprend des codes druidiques et babyloniens. Pendant le rituel, pas de véritable maître de cérémonie, mais un haut-parleur installé derrière un hibou en ciment de plus de 12 mètres. Le tout suivi d'un grand bûcher dans lequel ils font cramer un enfant. Bon, je vous rassure, c'est un faux, mais ça a quand même le mérite d'être assez glauque. D'ailleurs, toutes ces infos viennent d'un témoignage d'Alex Jones, un animateur que vous connaissez peut-être, puisqu'il a une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Le gars s'est carrément infiltré sur les lieux pour y tourner un documentaire. Ces extraits ont fait le tour du monde, ce qui a attisé, comme d'habitude, les doutes de la population. Certains affirment que c'est lors d'un rassemblement des membres de Bohemian Grove qu'est né le projet Manhattan, à l'origine de la bombe atomique. Enfin bref, Bohemian Grove est une société secrète qui, à l'instar du club Bilderberg, rassemble un bon paquet de personnalités majeures. Et comme les médias n'y sont pas conviés, les rumeurs fusent. Odessa. Bon, là on va aborder quelque chose d'assez sensible, puisqu'un bon nombre d'experts pensent que l'Odessa n'est que pure fiction, tandis que d'autres affirment clairement son existence. Déjà pour commencer, l'Odessa c'est quoi? Pour ça il faut revenir 70 ans en arrière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit opposant les alliés à l'axe Rome-Berlin-Tokyo touche alors à sa fin, et le Troisième Reich est défait. On sait qu'une grande partie des dirigeants nazis a été jugée pour crimes contre l'humanité, mais qu'en est-il des autres? Que sont-ils devenus? D'après des archives déclassifiées issues des services secrets américains, des réseaux d'exfiltration nazis appelés Rat Lines ont bel et bien existé. Des responsables majeurs comme Adolf Eichmann ou Klaus Barbie ont bénéficié de certaines filières d'évasion qui leur ont permis d'aller se planquer directement en Argentine ou au Moyen-Orient, et ça, on peut difficilement le remettre en question, surtout lorsqu'on s'appuie sur des documents officiels. Même si le cas Odessa est légèrement différent, puisqu'on parle ici d'une bande d'anciens SS qui auraient développé de façon organisée et autonome leurs propres Ratlines. Enfin bon, le débat qui a lieu depuis bien longtemps quant à l'existence de cette organisation n'est finalement que secondaire, puisqu'en fin de compte, Odessa ne serait qu'un réseau parmi tant d'autres. D'ailleurs, l'un des exfiltrés qui en aurait le plus profité est Alois Brunner. Selon des rapports, il se serait échappé vers Rome pour finir sa course en Syrie. Il est possible que vous ayez déjà entendu son nom, car Brunner aurait fait partie des tout derniers chefs nazis encore en vie au XXIe siècle, avant qu'on retrouve son corps fraîchement décédé à Damas en décembre 2001. Majestic 12. Si vous êtes intéressé par le monde extraterrestre et toutes les théories qui l'englobent, l'affaire Roswell doit sûrement vous dire quelque chose. En fait, tout part d'un crash d'une sonde d'espionnage américaine en 1947 dans la ville de Roswell au Nouveau-Mexique. Enfin,
une sonde d'espionnage, d'après le gouvernement américain. Et vous l'aurez compris, certains aiment bien remettre en question ce genre d'affirmation. De cet événement est né un véritable engouement chez les ufologues, des spécialistes en la matière. Encore aujourd'hui, ils continuent d'affirmer que les services secrets auraient volontairement brouillé les pistes d'une potentielle trace de vie extraterrestre. Et c'est donc là que Majestic 12 intervient. Bon, pour faire simple, Majestic 12, c'est un nom de code désignant un groupe secret composé de scientifiques et de militaires, soi-disant fondé sous le mandat du président Truman suite à l'affaire Roswell. L'unité aurait pour objectif d'étudier les échantillons extraterrestres collectés sur Terre, un peu comme les Men in Black, mais en blouse blanche. Mais c'est pas tout. Les partisans de Majestic 12 se sont appuyés sur des rapports complets pour étayer leurs propos. Petit bémol, toutes les informations présentes dans ces documents ont été démenties par le FBI. Et du coup, cela a créé un véritable climat de tension dans la communauté des ufologues. Certains admettent la supercherie, d'autres, crient à la censure. Qui a raison, qui a tort? À mon avis, on n'est pas près de le savoir. Qu'elles existent ou n'existent pas, on ne peut pas nier que ces sociétés secrètes ont une histoire passionnante. À ce titre, je vous conseille l'excellent film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. De quoi nourrir votre passion pour les choses occultes et mystérieuses. Pourtant, aujourd'hui, y croire à ces choses est devenu un enjeu politique. Voilà quelques années que le gouvernement français a lancé une grande campagne de sensibilisation contre le complotisme. Kevin Razi en guest d'un show, campagne d'affichage et même intervention dans les écoles. Le président de la République lui-même en a parlé, ce qui a paradoxalement nourrit le fantasme d'une censure. Pourtant, le complotisme a des effets bien réels. Il peut conduire à l'isolement des individus et nourrir des comportements violents. Certains experts pointent son rôle déterminant dans la montée de Daesh ou la victoire de Donald Trump, sans aller jusqu'à comparer les deux, toute raison gardée. Le débat est houleux. Pourtant, je pense à titre personnel que le problème du complot, c'est que personne ne parle des choses concrètes. Dire que les sociétés secrètes n'existent pas est faux, au même titre qu'elles n'expliquent pas tous les malheurs du monde. Rien de délirant à s'imaginer des gens se regroupant pour être plus influents. On le fait tous, les rites n'étant qu'un habillage, un jeu de rôle qui vient renforcer la cohésion du groupe, un petit peu comme une réunion de cosplay à la Japan Expo. Et les projets millénaires qui terrifient certains n'ont rien d'extravagant. Ce sont des idées qu'on veut retrouver dans nos manuels d'histoire du lycée, dans des discussions entre amis et ou dans un café philo. La place de la religion, de la nation ou de l'individu. L'imagerie même de la pyramide est sur notre déclaration des droits de l'homme ou sur les billets de banque. Je vous le dis, rien n'est si secret que ça. Tout est là, devant nos yeux. Donc non, les sociétés secrètes ont beau être effrayantes et mystérieuses, elles sont souvent plus banales qu'on ne le pense. Nombreux sont les gens à y entrer en fantasmant des rêves de grandeur, avant de se rendre compte, que ce sont de banales réunions. Comme quoi la vie, c'est souvent une question de vernis.